18h18, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoquait juste avant la pause avec vous, Éric Revel, cette loi asile-immigration qui a été votée au niveau européen cette fois-ci. On ne parle pas de ce qui s'est passé dans notre pays. Une loi asile et immigration qui, soi-disant, devrait nous permettre de mieux protéger nos frontières extérieures, solidarité accrue entre les membres de l'Union, mais aussi une petite contrepartie. Éric Revel, laquelle ? Oui, c'est que... Alors, je vais prendre les trois points qui m'ont semblé clés. D'ailleurs, Mme von der Leyen, il faut toujours faire attention, elle a qualifié ce pacte migrants-asile d'historique, vous voyez. Alors, ça va moins vite que les flux migratoires qui rentrent en Europe, les pactes migrants-asile de l'Europe, mais elle l'a qualifié d'historique. Alors, il y a 3 points qui me semblent essentiels. Un, dit-on dans ce pacte, on va mieux filtrer les flux migratoires aux frontières de Schengen. Demandez aux patrons qui succèdent à la tête de Frontex comment ils arrivent à filtrer aux frontières de Schengen. Deuxième point important, la création de centres fermés aux frontières de Schengen pour essayer de retenir ceux qui voudraient passer. Puis le troisième point, qui est très intéressant, je trouve, c'est dorénavant, il y aura une obligation. Quand un pays sera sous pression migratoire, on pense à l'Italie de Mme Meloni aujourd'hui, eh bien les autres auront l'obligation d'accepter des quotas de migrants. Ce qui renvoie évidemment au débat sur notre propre loi immigration. Tout est lié. Et deuxième chose, si vous ne le faites pas, vous paierez, pas vous, Laurence, mais l'État en question, 20 000 € par migrant refusé. Oui, mais je crois que c'était déjà en vigueur. Il avait déjà été décidé que l'Europe devait s'engager à prendre l'excès de migrants qui arrivaient en Italie. Et la France devait en prendre, je ne sais pas, 1000 et en avait pris 7. Voilà. Mais Mme Meloni se sont vengés avec le bateau. Ocean Viking. Mais Mme Meloni s'est plainte à juste titre qu'elle avait beaucoup de migrants sur l'Italie. Maintenant, c'est une obligation, sinon vous paierez une amende. C'est fixé à 20 000 € par migrant que vous refusez. Vincent Herouet. C'est bien, tout à fait bien résumé, mais mieux filtrer aux frontières. On ne filtre pas aux frontières, donc mieux filtrer, ce ne sera pas difficile. On pourra au moins effectivement établir une identité claire et l'âge peut-être des gens qui arrivent, qui affluent. Les centres fermés ne seront pas là pour refouler, ils seront là pour trier, enregistrer les demandes d'asile. Donc tout ça ne règle rien. Et en revanche, effectivement, la répartition des migrants, ça va poser toutes sortes de problèmes. C'est pas tant les 20 000 €, bien que s'il y a un afflux massif comme on en a eu en 2015, là, on se demande vraiment comment ils vont faire. Et puis, il y a déjà la fronde d'un certain nombre de pays. Il y a la Hongrie, tout de suite, qui a dit pas question qu'on m'impose, contre ma volonté, contre la volonté souveraine des Hongrois, des migrants dont je ne veux pas. Ils ne sont pas les seuls. Ils ne sont pas les seuls, les Hongrois, à avoir cette attitude-là. Oui, mais donc vous avez, pour une fois, la Commission, ça fait des années que la Commission court après ce texte. Vous avez le Parlement, la Commission, le Conseil qui va entériner très vite cette décision. Et puis vous avez de l'autre côté tous les États qui mettent en place des politiques pour se protéger de cette immigration clandestine, parce qu'il faut bien voir de quoi on parle. On ne parle pas de l'immigration légale, on parle de l'immigration clandestine. Et là, on prend des mesures qui n'ont absolument rien à voir avec la vulgate européenne, avec le discours habituel, qui sont des mesures plus ou moins expéditives, en tout cas, qui sont faites pour dissuader vraiment les gens d'approcher des frontières. Jean-François Lejeune, là-dessus, je crois politique européenne migratoire. Il y a maintenant 2 ans, 16 des 27 ministres de l'Intérieur des pays membres de l'Union européenne avaient écrit une lettre commune aux institutions européennes pour demander 2 choses, pour demander une chose principalement, c'était la possibilité de faire ce qu'on appelle du pushback, c'est-à-dire en gros de repousser les bateaux à l'extérieur quand ils sont encore en mer, pour les repousser pour qu'ils n'entrent pas. Parce qu'à partir du moment où quand quelqu'un pose le pied sur le sol européen, il devient, alors j'entends que maintenant on va les trier, qu'on va faire attention, etc., mais il devient très compliqué j'y reste. Voilà, exactement. Ces ministres n'ont jamais eu de réponse, et à l'époque, le patron de Frontex, qui était un Français qui s'appelait Fabrice Leggeri, avait démissionné pour manifester son soutien à cette lettre et la volonté que les choses avancent. Je ne crois pas qu'il y ait toujours de réponse à cette question, y compris dans ce pacte, premièrement. Et deuxièmement, il y a une chose très simple que l'Union européenne pourrait faire pour éviter justement qu'on récupère
tous les bateaux qui tentent la traversée, puisqu'on comprend bien pourquoi les gens veulent venir chez nous, c'est de travailler sur la liste, vous savez, des ports sûrs. Aujourd'hui, si vous êtes en Méditerranée, il y a des ports qui sont estimés sûrs par l'Union européenne et donc du coup on vous laisse accoster dans ces ports-là. C'est tous les ports européens et la Libye, qui est pourtant pas le port le plus sûr si on s'y prend en termes de sécurité pure, parce que la Libye touche de l'argent pour gérer une partie de notre immigration. Et par exemple, des ports comme ceux de Tunisie ne sont pas considérés comme des ports sûrs, alors qu'ils sont au niveau des infrastructures globalement de bonne qualité. Il faudrait travailler sur cette liste pour pouvoir renvoyer par exemple le Ocean Viking, dire écoutez, il vient de Tunisie, retourne en Tunisie, ce que le droit européen ne permet pas aujourd'hui. Sur cette question-là non plus, aujourd'hui, nous n'avons pas d'avancée. Ça veut dire qu'a priori, il n'y a pas de raison que les choses changent. Il faut, je crois, surtout d'abord changer le droit maritime. Absolument. Voilà. Je suis d'accord. Très vrai. Alexandre Devecchio, sur cette question européenne, et après on avance. Oui, effectivement, ça a bien été résumé. En fait, c'est un peu, j'allais dire, comme la loi immigration, où les Français demandent une loi pour avoir moins d'immigration et se retrouvent avec une loi sur la régularisation. Là, les Européens, on leur demande de repousser les migrants, ils les répartissent. C'est ça le gros du problème. Alors qu'on aurait aimé qu'ils se réunissent pour justement faire en sorte que les demandes d'asile soient examiner par exemple dans le pays source. Ça, ce serait une chose qui dissuaderait les gens de venir. Et en fait, effectivement, sur la question des bateaux, je suis même pas sûr qu'il faille modifier le droit maritime d'ailleurs, parce que je crois que le droit maritime dit que c'est sur la côte la plus proche, et effectivement Frontex fait le taxi pour les ramener en Europe. Donc tout ça crée en fait en plus un appel d'air. Le message qui est envoyé là aux migrants qui sont pas bêtes, qui ont des smartphones, qui nous regardent, c'est allons-y, l'Europe va nous répartir, et effectivement quand on sera là, de toute manière c'est des telles procédures qu'on ne repartira pas, et si on vient en France, on sera en plus régularisé. Vincent Arouette. Non, l'erreur ordinaire, c'est de croire que Frontex est un corps de garde-frontières et qu'ils font les gardes-frontières comme ceux qu'on a connus sur les chemins de douaniers. Non, Frontex, ils sont d'abord là pour vérifier que le traitement appliqué aux migrants clandestins ou aux migrants sans papier qui se présentent est respectueux du droit européen, des valeurs européennes, etc., etc. Donc évidemment que le patron français de Frontex, qui avait laissé les Grecs repousser les flottilles envoyées par les Turcs à l'assaut de Lesbos et autres, évidemment que le patron français, qui avait une conception donc assez basique du travail d'un garde-frontière, a été éjecté, et il n'est pas question qu'on en revienne, parce que la vérité profonde, c'est qu'au sein de la Commission, et c'est une vérité qui n'est jamais avouée parce qu'elle est difficile à assumer, on considère, et on continue de considérer, qu'il faut faire venir en Europe des millions de migrants pour assurer à la fois la relève des générations, les équilibres des comptes, etc. Et pour que les entreprises aient de la main-d'œuvre à bon marché aussi. N'oublions pas l'attitude du MEDEF, qui est bien content d'avoir des gens pas chers à embaucher. L'Allemagne aujourd'hui le dit clairement. Patrick Martin a cité un chiffre. Pardon, Catherine, allez-y. Non, mais l'Allemagne le dit, et ils ont besoin chaque année de 500 000 migrants pour la croissance allemande. Parce que la population vieillit, il n'y a pas le renouvellement, et eux, pour eux, c'est vital. Marché, mais ils veulent des migrants qui ont déjà un certain bagage. Qualifiés. Non, juste parce qu'il y a un chiffre très précis. Il a été cité ce matin par le nouveau patron du MEDEF, Patrick Martin, qui estimait que d'ici 2050, on aurait besoin de pratiquement 4 millions de personnes supplémentaires, vu que la démographie française... Madame Mélanie elle-même a été obligée de reconnaître qu'elle aurait besoin de centaines de milliers de migrants pour faire tourner l'économie. Moi, j'aime énormément quand, comme ça, on a des prophètes qui vous expliquent qu'en 2053, il faut 4 millions, sans jamais avoir été faire sans doute un tour en Seine-Saint-Denis, et sans jamais... On ne sait pas combien il y a d'habitants dans Seine-Saint-Denis. L'évolution, par exemple, la révolution numérique qui supprime un certain nombre d'emplois, etc., etc. Je veux dire, ce sont des espèces de projections qui sont tellement décalées, déconnectées du réel. Il faut sortir absolument du 7e arrondissement. Il y a 2 fois plus de chômeurs chez les immigrés que chez les Français. Alors, pas tous en même temps. Du MEDEF. Absolument, Monsieur Martin aille à la rencontre des Français moyens. Vincent Arouette, je profite de votre présence avant que nous accueillions tout à l'heure Henri Guénaud. On parlera à nouveau de la loi immigration pour évoquer la situation en Israël. On a l'impression qu'il y a une intensification des négociations autour d'une éventuelle trêve. Les États-Unis semblent estimer qu'il y a des discussions très sérieuses dans cette perspective. On va juste rejoindre notre envoyé spécial en Israël, Stéphanie Rouquier, qui va nous dire effectivement où on en est de ces négociations pour une trêve humanitaire. Stéphanie.
D'après de nombreuses sources, un nouvel accord de cessez-le-feu et de libération d'otages pourrait être en préparation. Le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, est en Égypte aujourd'hui pour discuter justement de cet accord. Les négociations sont qualifiées d'intensives par certaines sources. Le chef du bureau politique du Hamas voudrait en fait augmenter l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, la libération de certains de leurs prisonniers et une trêve provisoire d'une semaine en échange de la libération de 40 otages israéliens. Il parle d'otages civils et non militaires. Alors de son côté, Israël envisagerait également une trêve d'1 ou 2 semaines, puis ensuite des frappes plus ciblées. Sachez qu'une nouvelle trêve, c'est l'attente principale des familles des otages. Beaucoup craignent que les combats en cours dans la bande de Gaza mettent en péril les 129 personnes toujours retenues aux mains du Hamas, car ces combats sont encore extrêmement violents ces derniers jours. Ils se concentrent autour de Khan Younes ou dans les quartiers nord de Gaza City. Merci beaucoup Stéphanie Rouquier sur place en Israël. On va quand même écouter, avant de vous repasser la parole, Vincent Hervouet, Benjamin Netanyahou, qui lui réaffirme sa volonté d'aller jusqu'au bout du conflit, l'éradication du Hamas. Quiconque pense que nous allons nous arrêter est détaché de la réalité. Nous ne cesserons pas le combat tant que nous n'aurons pas atteint tous les objectifs que nous nous sommes fixés. L'élimination du Hamas, la libération de nos otages et l'élimination de la menace qui pèse sur Gaza. Nous attaquons le Hamas avec un feu nourri, partout, y compris aujourd'hui. Nous attaquons également leurs complices, de près ou de loin. Tous les terroristes du Hamas, du premier au dernier, sont des hommes morts. Ils ont 2 options, se rendre ou mourir. Vincent Hervouet, une trêve est à nouveau possible ou pas, selon vous, pour libérer des otages? Visiblement, il y a toutes sortes de tractations, puisque M. Haniyeh est en Égypte ce soir. Et il ne se déplace pas pour visiter les pyramides. Il y a visiblement... Il y a toute une noria d'Américains qui nomadisent entre les capitales du Golfe et Israël. Donc il y a visiblement quelque chose qui est en cours. Ça aboutira sans doute parce que la réalité, c'est que vous écoutez Benjamin Netanyahou qui, ici, défend son autorité et sa détermination. Il a raison de le faire, à sa place on en ferait autant. Mais la vérité, c'est que si vous prenez les 3 points qu'il a levés, l'élimination du Hamas, pour l'instant, le Hamas tient. Il continue de bombarder Israël. Visiblement, son commandement est obéi. Il y aurait au total un certain nombre de 5000, on parle de 5000 membres du Hamas qui auraient été liquidés, éliminés. Ce n'est jamais qu'un quart, un cinquième, et même plus, et même moins, de l'ensemble des combattants. De ces terroristes. Première chose, M. Haniyeh est peut-être un mort qui marche. Pour l'instant, il marche encore. La deuxième chose, c'est qu'il y a une pression en Israël qui est très forte, parce que les opérations n'ont permis de libérer en tout et pour tout qu'une seule otage depuis le début. Depuis 2 mois et demi que ça dure, une seule otage a été libérée par une opération rescue. On ne sait même pas dans quelles conditions, une caporale. Et là, on a vu 3 otages, 3 personnes âgées, 3 hommes âgés qui venaient du même kibbutz, réclamer, supplier qu'on vienne à leur aide. Il y en a 2 autres qui ont été exhibés par le djihad islamique. Tout ça remue profondément la société israélienne et il faut donc obtenir des vies. Et puis enfin, et ça c'est le dernier point, la pression extérieure, notamment celle des Américains. Les Américains commencent à s'impatienter. Vous avez vu ce qui se passe en mer Rouge. Ça coûte cher et ça coûte cher à tout le monde. Les attaques ça fragilise l'Arabie Saoudite, ça fragilise l'Égypte, ça ébranle le commerce mondial. Donc il y a vraiment une pression. Il faut qu'il y ait au moins une trêve. Mais la guerre n'est pas finie et elle va durer encore des semaines et des semaines. Une trêve qui pourrait survenir là, rapidement, mais qui s'interrompra parce qu'il faudra reprendre la guerre. Personne ne peut le savoir tant que vous n'êtes pas dans la négociation. Tout peut achoper à chaque instant. Mais en même temps, on est visiblement, d'après ce que racontent les Américains, on est visiblement sur le point de dealer cet échange. Catherine Ney, sur ce qui se passe actuellement, ces négociations, cette pression de la famille des otages sur le gouvernement israélien pour obtenir une trêve humanitaire? Oui, mais on voit bien, Vincent explique bien la difficulté avec un Netanyahou qui, lui, a des buts de guerre, de terminer, et éliminer le Hamas, comme il avait espéré éliminer le Hezbollah il y a quelques années et ne l'avait pas fait. Donc c'est très, très, très difficile. Et puis, pour la population israélienne, les otages qui ne sont pas libérés, on ne sait pas s'ils sont encore vivants ou pas. Et puis, quand même, cette bavure épouvantable. 3 otages exécutés par l'armée israélienne. C'est le malheur dans le malheur.
Alors donc, il y a des tractations, mais je dois dire que moi, je n'ai pas d'avis. Enfin, je peux pas dire... j'ai pas assez d'éléments pour savoir... la réalité des choses et qu'est-ce qui va se passer dans le mois qui vient. Voilà. Vincent, un dernier mot là-dessus. Non, moi non plus, j'ai aucun élément particulier. Vous savez, on est vraiment dans la caverne, puis on voit des ombres sur la paroi, et on essaie de tirer des leçons. Dans les histoires d'otages, je vais vous dire, et même quand on les revoit 20 ans après, et qu'on connaît tous les acteurs, les histoires d'otages, tout le monde ment. Et si vous n'êtes pas directement impliqué dans la négo, au plus près vraiment de la négociation, vous ne savez rien en réalité. On voit ce que c'est quand il y a un soldat, le soldat Chalit, le temps que ça a pris. Alors là, on est à 129 otages là. On ne sait pas combien il y en a de vivants, on ne sait d'ailleurs pas exactement combien il y en a. Qui les détient et on sait qu'un certain nombre sont morts, notamment sur les bombardements. Là, on vient d'en voir 5 en vie. Il y en a 3 qui ont été tués, qui avaient réussi à se libérer ou qui avaient été relâchés par leur geôlier. On n'en sait absolument rien. Les 3 pauvres gars qui ont été tirés comme des lapins par des snipers. Tout ça demande... Et on comprend que la pression soit très forte sur le gouvernement Netanyahou. Allez, il est 18h33, l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain sur CNews et sur